Le programme que vous allez voir est librement utilisable en classe. Toutes les infos sur éducation.france5.fr. Bien, nous avançons dans notre programme et nous abordons maintenant l'étude de la jonction PN polarisée en inverse. Alors pour polariser la jonction PN en inverse, on va mettre cette fois-ci la région P au moins du générateur de tension et la région N au plus. On va commencer encore une fois par une description phénoménologique qui va s'appuyer, comme toujours, sur le diagramme énergétique. Alors pour mémoire, nous rappelons toujours le diagramme énergétique de la jonction PN non polarisée avec le niveau de Fermi plat, les bandes qui se tordent et la hauteur de barrière moins QVD. Puisque maintenant nous mettons la région P au pôle moins, ça veut dire que nous allons hausser le diagramme du côté P et l'abaisser du côté N. Autrement dit, on va tordre un peu plus les bandes qu'elles ne l'étaient dans le cadre de l'équilibre thermique. Ça veut dire que le champ électrique dans la zone déserte, l'extension de la zone déserte, c'est-à-dire son épaisseur totale comme son extension dans les deux régions N et P, toutes ces quantités-là vont augmenter et on voit bien que maintenant, les électrons majoritaires dans la région N voient devant eux une énorme barrière de potentiel, absolument infranchissable, donc ils n'ont aucune possibilité d'aller dans la région P, pas d'injection possible. Et les trous, majoritaires dans la région P, voient également une énorme barrière de potentiel pour eux, qui les décourage complètement d'aller dans la région N. Donc, si on regarde seulement les porteurs majoritaires, aucun courant ne pourra circuler. Et pourtant, quand on polarise une jonction PN en inverse, on observe un courant faible peut-être, qu'on appelle le courant de fuite, mais un courant bien réel. Alors d'où peut venir ce courant de fuite? Il y a trois composantes. La première composante, c'est la composante qui est due aux porteurs minoritaires, qui eux peuvent passer la barrière, parce que la barrière est dans le bon sens, pour eux, si on peut dire, comme nous verrons. La seconde, c'est la composante qui est importante, c'est la génération thermique de paires électrons-trous dans la zone de charge d'espace, avec séparation immédiate sous l'effet du champ électrique de l'électron qui va rejoindre la région N et du trou qui va rejoindre la région P. Et puis la troisième composante, c'est une composante technologique, c'est ce qu'on appelle la courant de fuite en surface, et c'est dû à ce que, obligatoirement, le plan de jonction va raccorder la surface du matériau à un endroit ou à un autre, et que cette région-là est extrêmement fragile du point de vue électrique, et qu'il va y avoir possibilité de courant de fuite en surface à cet endroit-là. Donc, quand la jonction est polarisée en inverse, on observe la circulation d'un courant de fuite dont on va essayer d'apprécier l'ordre de grandeur. Maintenant, il y a un autre phénomène qu'il va falloir qu'on étudie, c'est l'augmentation très brutale de ce courant inverse lorsque la tension appliquée à la jonction excède une certaine valeur qu'on appelle la tension d'avalanche. C'est le phénomène de claquage entre guillemets, de la jonction. Autrement dit, dans notre caractéristique courant-tension, dans la région inverse, nous allons avoir deux quantités à calculer, le courant inverse, JR, plutôt la densité de courant inverse, comme toujours, et la tension d'avalanche que nous noterons BV, abréviation anglaise de breakdown voltage. Alors, avant de commencer ces deux calculs, bien, on va faire un préalable. Nous allons calculer, parce qu'on va en avoir besoin, le champ électrique, l'épaisseur de zone de charge d'espace et son extension des deux côtés, lorsque la jonction est polarisée en inverse,
et dans l'hypothèse d'une jonction abrupte. Je rappelle, jonction abrupte, ça veut dire matériau N uniformément dopé, on franchit le plan de jonction, on passe brutalement dans un matériau P également uniformément dopé. Eh bien, pour calculer ces quantités, champ électrique, épaisseur de zone de charge d'espace et extension de la zone de charge d'espace, on va en fait réutiliser exactement les mêmes relations qu'à l'équilibre thermique en remplaçant le potentiel de diffusion par le potentiel de diffusion moins la polarisation inverse. Attention, cette polarisation inverse est notée négative. Alors ça veut dire que cette quantité VD moins VR est naturellement plus grande que VD. Et si on se rapporte au premier schéma, elle représente effectivement la hauteur de barrière totale sous polarisation entre la région N et la région P. Bien, alors nous réécrivons cet ensemble de trois relations, exactement les mêmes que celles que nous avions établies pour la jonction à l'équilibre thermique, en substituant à VD la quantité VD moins VR. Voilà l'ensemble donc de ces trois relations. W égale 2 epsilon semi-conducteur epsilon 0 sur Q, 1 sur Na plus 1 sur Nd, facteur de VD moins VR. Champ maximum dans le plan de jonction, EM, égale Q Nd Xn sur epsilon semi-conducteur epsilon 0, égale 2Q sur epsilon 0, Na Nd sur Na plus Nd, facteur de Vd moins Vr. Voilà donc ce facteur Vd moins Vr qui figure au lieu et place de Vd. Et maintenant, si nous dessinons le diagramme donnant le champ électrique, en fonction toujours de l'abscisse, le diagramme donnant le champ électrique et la densité volumique de charge, en fonction toujours de l'abscisse X, eh bien voilà ces deux diagrammes où je compare l'équilibre thermique, la situation d'équilibre thermique et la situation de polarisation inverse. Alors quand on passe de l'équilibre thermique à la polarisation inverse, que va-t-il se passer en ce qui concerne la densité volumique de charge? Alors bien sûr, des deux côtés de la jonction, cette densité volumique de charge elle est fixée par le niveau de dopage. Donc il n'est pas question que la quantité QND et moins QNA varient. Ce qui va varier, par contre, c'est l'extension de la zone de charge d'espace. Nous allons faire reculer Xn dans la région N et Xp dans la région P. Autrement dit, les deux rectangles vont s'élargir, non pas en hauteur, mais ce sont les bases qui vont s'élargir. Alors si on transpose cette situation au niveau des champs électriques, eh bien on voit que le profil de champ électrique, toujours pour la jonction abrupte bien sûr, reste triangulaire, et que les pentes, le dE sur dx est évidemment le même dans les deux cas, puisque c'est la densité volumique de charge. Mais puisque les frontières de zone de charge d'espace sont décalées, se sont reculées à chaque fois dans le matériau, il est évident que le champ maximum au niveau du plan de jonction va devenir beaucoup plus grand lorsque la polarisation est inverse que lorsqu'on est à l'équilibre thermique. Et c'est la présence de ce champ électrique très intense au niveau du champ du plan de jonction qui va provoquer le claquage de la jonction. Bien, alors ce préalable étant fait, revenons au calcul du courant inverse. Courant de fuite, donc, de la jonction. Alors là aussi, il faut s'interroger qui est le moteur de la circulation de ce courant inverse. Eh bien, le moteur, c'est l'effet de génération thermique de porteurs. En effet, toutes les fois que nous avons une paire électron-trou qui est générée dans le matériau, si les deux composantes de la paire, c'est-à-dire l'électron et le trou, sont séparées l'une de l'autre,
Si l'électron va rejoindre le contact N et le trou le contact P, cette création de paire électron-trou va se traduire par la circulation dans le circuit extérieur d'une charge élémentaire. Alors, quand est-ce que ce sera le cas? Eh bien, ce sera le cas pour toutes les paires qui seront créées dans la zone de charge d'espace. Pourquoi? Parce que dans la zone de charge d'espace, il y a un champ électrique très intense qui, immédiatement après création des deux éléments de la paire, va les séparer, l'électron allant d'un côté, le trou allant de l'autre. Donc la recombinaison est impossible, et toutes les fois qu'on a une paire électron-trou créée dans la zone de charge d'espace, il y a circulation d'une charge élémentaire dans le circuit extérieur. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on aura création de paires électron-trou dans la région P, au voisinage de la frontière de la zone de charge d'espace. Et si l'électron, par diffusion, atteint la frontière de la zone de charge d'espace, immédiatement il va avoir un champ électrique qui va le happer et le catapulter dans la région N, où il aura à ce moment-là un statut de majoritaire, il ne craindra plus la recombinaison. Donc il pourra atteindre le contact de la région N, le contact électrique de la région N. De la même façon, si on a une paire électron-trou qui se crée dans la région N, au voisinage de la frontière de zone de charge d'espace, et si le trou parvient en frontière de zone de charge d'espace, même chose, il voit un champ électrique qui le catapulte dans la région P. Donc, ces phénomènes de création vont donner lieu à deux types de courants inverses. Les créations dans la zone de charge d'espace vont donner lieu à un courant de fuite qui s'appelle le courant de génération thermique dans la zone de charge d'espace. Et les créations dans les régions neutres, mais au voisinage des frontières de la zone de charge d'espace, vont donner lieu à un courant qui s'appelle le courant de diffusion des minoritaires. Eh bien, nous allons calculer ces deux composantes. Commençons par le calcul du courant de diffusion des minoritaires. Bien, pour calculer ce courant, on va se resservir exactement de la même relation, des mêmes relations, du même raisonnement que nous avions fait pour calculer le courant de diffusion pour la jonction polarisée en direct. C'est-à-dire qu'on va se servir de l'équation de neutralité, de conservation ou de continuité que nous avions écrite alors et que je rappelle, et qui s'écrit de la façon suivante. Alors, bien sûr, nous allons nous placer du côté N, comme nous l'avions fait tout à l'heure. Nous allons considérer le profil, nous allons donc établir le profil des trous minoritaires dans la région N, et on arrive sur la même relation que tout à l'heure, c'est-à-dire D indice Pn, égale multiplié par D2 Pn moins Pn0 sur dx2, ça c'est le terme de diffusion, moins Pn moins Pn0 sur tau Pn, ça c'est le terme de recombinaison. Donc on tombe, et ça n'est pas surprenant, sur exactement la même équation différentielle du second ordre pour établir le profil des concentrations des porteurs minoritaires, donc trous, dans la région N. Ce qui va évidemment changer par rapport à ce que nous avions vu, ce sont les conditions aux limites. Alors nous avons dans ce cas deux conditions aux limites à regarder. La condition limite en frontière de zone de charge d'espace, c'est-à-dire en Xn pour la région N, et naturellement à l'infini pour vous regarder de l'autre côté. Alors, la condition aux limites en Xn, eh bien, elle est très facile à écrire. C'est Pn de Xn égale 0. Pourquoi? Ça veut dire que en frontière de zone de charge d'espace, il n'y a pas de porteur minoritaire. S'il y en avait un, il serait immédiatement happé par le champ électrique et catapulté dans l'autre région. Donc, la concentration est obligatoirement nulle.
Évidemment, la situation à l'infini, c'est la même que pour le comportement indirect. Quand on est à l'infini de la jonction, on est dans une situation d'équilibre thermique et par conséquent, Pn de l'infini, ça fait Pn0. Moyennant quoi, eh bien, le profil de concentration des trous dans la région n en fonction de x, c'est Pn0 moins Pn0 exponentielle de moins x moins xn sur Lpn. On peut donc établir le diagramme, comme nous l'avions fait précédemment, de concentration des porteurs minoritaires et majoritaires de chaque côté de la jonction. Voici ce diagramme. Et à partir de ce diagramme, on va pouvoir calculer, comme nous l'avions fait précédemment, les courants de diffusion des trous en Xn et des électrons en moins Xp. Donc, le courant de fuite dû à ces générations dans les régions de neutralité électrique, ce courant qu'on appelle courant de diffusion des minoritaires, c'est le courant de diffusion des trous calculé en Xn plus le courant de diffusion des électrons calculé en moins Xp. On applique évidemment la relation de Fick et on arrive à moins Q dpn sur dx calculé en Xn plus Q dnp sur dx calculé en moins xp, ce qui conduit à une relation qui n'est pas sans rappeler celle que nous avions trouvée pour le courant direct. En fait, on trouve J diffusion minoritaire égale moins JS moins le courant de saturation de la jonction en direct. Alors ceci n'est pas une surprise. Quand nous avons établi la relation donnant le courant direct, nous étions tombés sur la relation JD égale JS exponentielle QVF sur KT moins 1. Dans le cas présent, la polarisation VF est maintenant négative, l'argument de l'exponentielle est négatif, l'exponentielle est nulle, donc on arrive tout simplement à moins JS. C'est ce qu'on retrouve ici. Voilà pour le calcul donc de cette composante due à la diffusion des minoritaires sur le courant inverse. Maintenant, voyons l'autre composante, la composante dite de génération thermique dans la zone de charge d'espace. Alors nous allons considérer que ces générations thermiques se font par un mécanisme de génération indirecte, c'est-à-dire que ça se fait par l'intermédiaire d'un niveau piège situé dans le voisinage du milieu de la bande interdite, de sorte que la montée d'un électron d'un niveau plein de la bande de valence sur un niveau vide de la bande de conduction se fait en deux étapes, montée de l'électron sur le niveau piège, puis du niveau piège dans la bande de conduction. Mais on voit qu'une fois la paire créée, le champ électrique qui est très intense, qui règne dans cette zone de charge d'espace, va immédiatement envoyer l'électron dans la région N, le trou dans la région P, et que toute recombinaison est impossible. Par conséquent, le courant de génération thermique dans la zone de charge d'espace, ça sera plutôt la densité de courant, comme toujours, ça sera la charge élémentaire multipliée par le nombre de paires électrons-trous qui sont créés dans la zone de charge d'espace par unité de surface de jonction et par seconde. Alors, on est donc amené à faire une intégrale étendue sur toute la longueur de la zone de charge d'espace, c'est-à-dire de moins xp à xn, de la vitesse de génération u de x dx. Alors, il faut se rappeler l'expression de ces vitesses de génération recombinaison que nous avions établies dans le cas d'un mécanisme de génération recombinaison indirecte. Alors, je rappelle cette relation un peu longue. C'est U
égale NR, CN, CP, NP moins NI carré sur CN, N plus N1 plus CP, P plus P. Alors rappelons les notations. NR, c'est la concentration des centres qui vont servir à la génération ici. CN et CP, ce sont les coefficients de capture de ces centres pour les électrons respectivement et les trous. Donc N et P, concentration électron-trou, NI carré, carré de la concentration intrinsèque. N1 et P1, ce sont les concentrations qui existeraient respectivement dans la bande de conduction et dans la bande de valence si le niveau de génération recombinaison se trouvait le niveau de Fermi, se trouvait sur le niveau de génération recombinaison. Alors on va faire, pour simplifier cette relation qui est un petit peu lourde, on va faire un certain nombre d'hypothèses. On va supposer que les deux coefficients de capture sont égaux à C, que le niveau des centres est en milieu de bande, donc N1 égale P1 égale NI. Et puis en plus, comme nous sommes dans une zone de charge d'espace, il n'y a pas de porteur libre. N égale P égale 0. Par conséquent, notre vitesse ici, ce n'est pas étonnant de la trouver négative, puisque nous sommes dans une situation de porteur en défaut, le matériau réagit en générant des porteurs. Donc finalement, tout calcul fait, on trouve U égale moins NRC NI sur 2. Alors en posant taux égale 1 sur NRC, on arrive à la densité de courant de génération moins QW NI sur 2 taux. Bien, nous avons donc établi les relations qui donnent les deux courants de fuite, les deux composantes du courant de fuite, c'est-à-dire composante de diffusion des minoritaires et composante de génération dans la zone de charge d'espace, la zone déserte. Alors il faut comparer maintenant les ordres de grandeur de ces deux composantes. Le courant de diffusion des minoritaires, on a vu, c'est moins le courant de saturation de la jonction. Alors on avait déjà fait ce calcul et on avait trouvé 10-11 ampères par centimètre carré. Donc c'est tout petit. Le courant de génération de porteurs, donc dans la zone déserte, c'est moins QW, NI sur 2 taux. Si on fait le calcul à 300 degrés Kelvin, avec une polarisation inverse de 10 volts, ce qui conduit avec des dopages 10-18 côté P, 10-15 côté N, à une épaisseur de zone de charge d'espace de 31 microns. Si on suppose une durée de vie d'une microseconde, ça donne un courant de génération de l'ordre de 10-6 ampères par centimètre carré. Alors on voit tout de suite que, au moins dans le silicium, qui est un matériau semi-conducteur à grand gap, et à 300 Kelvin, le courant de génération est beaucoup plus important, il y a 4-5 ordres de grandeur, que le courant de diffusion des minoritaires. Mais attention, il faut regarder comment ça se passe quand la température croît. Parce que l'on voit, d'après ces expressions, que le courant de diffusion des minoritaires croît avec la température en NI carré, alors que le courant de génération croît avec la température seulement en NI. Or, comme NI varie très très vite et croît très très vite avec la température, on voit que la croissance avec la température du courant de diffusion va être beaucoup plus rapide que celle du courant de génération. Par conséquent, la situation va s'inverser quand on chauffe à une température suffisante. Par ailleurs, si on considère maintenant non pas du silicium, mais un matériau semi-conducteur à petit gap, eh bien la situation là aussi va s'inverser et ce sera le courant de diffusion des minoritaires qui sera supérieur au courant de génération thermique. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur le courant de fuite, ou du moins les composantes, si l'on peut dire physiques,
et non pas technologique du courant de fuite. Je rappelle qu'il y a encore une autre composante que l'on n'a pas étudiée, c'est la composante de fuite en surface, qui peut être, malheureusement, quand la jonction est mal faite, prépondérante. Alors maintenant, eh bien, il faut que nous étudions le second paramètre, qui est le calcul de la tension d'avalanche de la jonction. Il faut donc qu'on parle du phénomène de claquage de la jonction en inverse. Alors, ce mot claquage, ça ne doit pas nous induire en erreur. Le claquage, en fait, n'est destructif que s'il conduit dans le composant à un échauffement prohibitif. Alors à ce moment-là, tout peut arriver, ça peut fondre, ça peut exploser, tout peut arriver. Mais si on reste, si on limite la puissance dissipée dans le composant, le claquage est un phénomène absolument réversible. Alors deux effets peuvent provoquer ce claquage, l'effet Zener et l'effet d'ionisation par impact. Alors l'effet Zener, c'est un effet qui se produit lorsque le champ maximum au niveau du plan de jonction devient supérieur à quelques mégavolts par centimètre. Alors les électrons qui sont engagés dans des liaisons de valence peuvent être carrément arrachés sous effet de la force électrostatique et passer donc dans la bande de conduction. Évidemment, ils vont laisser sur place un trou, et ce trou lui-même, évidemment, va être balayé par le champ électrique. Donc, création d'une paire avec séparation immédiate des deux. Alors, si on regarde ce qui se passe dans un diagramme énergétique, si nous avons un champ électrique très intense au voisinage du plan de jonction, ça veut dire que les bandes du semi-conducteur vont être extrêmement basculées, presque à la verticale, de sorte qu'un électron qui se trouve sur un niveau au sommet de la bande de valence en ce point-là va pouvoir être transféré par effet tunnel, puisque la largeur ici va être de l'ordre de la dizaine d'angstrom, directement sur un niveau de la vide, évidemment, de la bande de conduction. Alors disons que ce mécanisme, c'est le mécanisme qui est prépondérant lorsqu'on a affaire à des jonctions qui sont très dopées de part et d'autre, des jonctions P+, N+, du type de celles que l'on a dans les diodes tunnels. Mais dans la majorité des autres cas, eh bien, on aura affaire à l'autre phénomène qui est le phénomène d'ionisation par impact. Alors ce phénomène s'observera, encore une fois, lorsque le champ électrique, au niveau du plan de jonction, sera compris entre 100 kV et quelques mégavolts par centimètre. Le phénomène est le suivant. Les porteurs, il y en a quelques-uns qui traversent quand même la zone déserte, vont se trouver dans cette zone soumis à un champ électrique très intense. Ils vont donc être très fortement accélérés, ils vont devenir ce qu'on appelle des porteurs chauds, et ils vont pouvoir, lorsqu'ils passent au voisinage d'un électron, par exemple engagé dans une liaison de valence, transférer une partie de leur énergie à cet électron, qui va donc s'arracher à la liaison, et donc il va y avoir création d'une paire électron. Donc c'est un phénomène en fait de multiplication des porteurs. Initialement, nous avions, avant l'interaction, nous avions un porteur chaud de forte énergie, de grande vitesse. Après interaction, nous avons trois porteurs, à savoir le porteur initial qui se trouve ralenti puisqu'il a cédé de l'énergie, et puis les deux porteurs créés qui évidemment vont être immédiatement séparés par le champ électrique, l'électron allant vers la droite et le trou vers la gauche. Alors si on regarde ce qui se passe dans le diagramme énergétique, cette fois-ci, eh bien les choses se passent de la façon suivante. Un électron qui était sur un niveau du bas de la bande de conduction, progressivement accéléré par le champ électrique, va
atteindre un niveau très élevé dans la bande de conduction, puis à un moment ou un autre, il va se thermaliser, c'est-à-dire qu'il va perdre de l'énergie, et il va transférer cette énergie à un électron de la bande de valence qui va monter sur un niveau de la bande de conduction. Alors maintenant, eh bien, il faut essayer d'être quantitatif et d'introduire les paramètres qui vont permettre de traiter ces problèmes d'ionisation par impact. Alors, un premier paramètre a déjà été introduit, c'est le coefficient d'ionisation, alpha n qui dépend du champ électrique ou alpha p qui dépend du champ électrique. Je rappelle, c'est le nombre de paires électrons-trous que crée un porteur chaud, électron ou trou, par centimètre de parcours. Donc c'est un premier paramètre que nous avions introduit quand on a parlé de la génération de porteurs de paires électrons-trous par porteur chaud. Alors, ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 10 puissance 3 cm-1 pour des champs électriques de 2 10 puissance 5 volts par centimètre dans le silicium. Ceci pour les électrons. Deuxième paramètre que nous allons introduire, c'est ce qu'on appelle le coefficient de multiplication, qu'on appelle grand M, et c'est le rapport du courant inverse qui circule lorsqu'on est en polarisation inverse, donc sous très fort champ électrique, par rapport au courant de fuite qui circulerait si nous n'avions pas ces effets de multiplication de porteurs. Donc c'est IR sur IR0. On peut relier ces deux paramètres, donc alpha et m, au moyen d'un petit raisonnement qui suppose tout de même que les deux coefficients d'ionisation pour les électrons et pour les trous sont égaux à alpha. Alors, le raisonnement est suivant. Dans un premier temps, on calcule le nombre de paires électrons-trous que va créer un porteur en traversant l'ensemble de la zone de charge d'espace. Donc ce nombre, ça va être l'intégrale de 0 à W de alpha, coefficient d'ionisation, qui dépend du champ électrique, mais le champ électrique dépend de x. Donc nous avons une fonction de fonction. Et on intègre sur x, donc sur toute l'épaisseur de la zone déserte. Bien, maintenant, deuxième étape dans le raisonnement. Pour chacune des paires créées, l'électron va d'un côté, le trou va de l'autre, ce qui correspond à la traversée de l'ensemble de la zone de charge d'espace par une charge élémentaire. Et il est évident que ces porteurs, dans leur traversée, porteurs créés, qui viennent d'être créés, vont être à leur tour accélérés et vont pouvoir eux-mêmes créer des paires électrons-trous. Alors si on ajoute tous ces phénomènes qui sont naturellement cumulatifs, eh bien on trouve que le courant en présence de multiplication, c'est le courant sans multiplication, multiplié par 1, plus N2, plus N3, et ces termes successifs, ça représente le porteur initial, ça c'est ses premiers descendants, ça c'est la deuxième génération, et ainsi de suite. Donc au total, quand on écrit ceci, on peut écrire que c'est IR0, 1 sur 1 moins N. Par conséquent, on peut relier le nombre de paires créées dans la zone de charge d'espace au coefficient de multiplication et au coefficient d'ionisation au moyen de cette relation qui rassemble ces trois paramètres. 1 moins 1 sur m, c'est le nombre de paires créées dans la zone de charge d'espace, et c'est aussi somme de 0 à w de alpha, de e, de x, dx. Il est évident qu'il y a avalanche lorsque m vaut l'infini, c'est-à-dire quand on a un coefficient de multiplication infini. Ça suppose donc que n est égal à 1, et ça suppose donc que chaque porteur traversant la zone de charge d'espace crée une paire électron-trou. Donc voilà, la condition d'avalanche, elle est obtenue lorsque chaque porteur traversant la zone de charge d'espace crée une seule paire électron-trou. Il est évident qu'ensuite, les descendants vont se multiplier et le phénomène ne sera plus contrôlable. On arrivera donc à l'avalanche.
Bien, il nous reste une dernière étape, c'est le calcul de la tension d'avalanche à partir de ce qui vient d'être dit. Eh bien, le raisonnement est le suivant. En raison de la très rapide dépendance du coefficient d'ionisation alpha avec le champ électrique, seule la région, la zone de charge d'espace où le champ électrique atteint sa valeur maximum EM apporte une contribution significative à l'intégrale qui donne n et qui conditionne donc m. Par conséquent, l'avalanche se produira si le champ électrique atteint le champ électrique au voisinage du plan de jonction, donc le champ E indice M, atteint une valeur critique, E critique, qui est comprise entre 3 10 puissance 5 et 10 puissance 6 volts par centimètre pour le silicium. Par conséquent, la tension d'avalanche, c'est la tension que sera tenue par la jonction lorsque le champ électrique au voisinage du plan de jonction atteindra cette valeur critique, E critique. Alors si nous avons une jonction abrupte dissymétrique, cas le plus simple, eh bien nous savons que notre profil de champ électrique est un profil triangulaire, que l'extension de la zone de charge d'espace du côté le plus dopé est toute petite, donc pratiquement la zone de charge d'espace s'étend exclusivement du côté le moins dopé. La tension d'avalanche, c'est l'aire du triangle, donc c'est E critique W sur 2, et en exprimant W en fonction du dopage du côté le moins dopé, on arrive à cette relation epsilon semi-conducteur epsilon 0, E critique au carré sur 2 QNT. Donc on voit que la tension d'avalanche décroît quand le dopage de la région la moins dopée croît. Alors tout ceci se retrouve sur la BAC suivante, qui donne la tension d'avalanche en volts pour une jonction abrupte dissymétrique en fonction du dopage dans la région la moins dopée. Et on voit que pour des dopages de 10 puissance 14, eh bien, on arrive, donc du côté le moins dopé, on arrive à des tensions d'avalanche de plusieurs milliers de volts. Donc c'est ce qu'on peut faire. On peut faire tenir à une simple jonction PN, pourvu qu'elle soit convenablement construite, des tensions de quelques milliers de volts. Voilà. Des structures qui s'emboîtent les unes dans les autres, à l'infini. Ainsi nous apparaît l'univers, que nous tournions nos regards vers la chaîne de l'infiniment complexe, vers la chaîne de l'infiniment grand, ou vers celle de l'infiniment petit. L'un des objectifs de la physique contemporaine est précisément de descendre jusqu'aux ultimes maillons de cette chaîne de l'infiniment petit pour voir la matière à l'échelle du millionième de milliardième de millimètre. Dans cette plongée vers l'univers subatomique, les dimensions décroissent de manière vertigineuse. Diamètre de cette goutte d'eau, 5 mm. Diamètre de la molécule d'eau, 1/10000000 de millimètre. Diamètre de ce noyau d'atomes, 1/10000000 de milliardième de millimètre. Au début des années 30, quelle était simple notre vision de la matière. Ses plus petits constituants étaient le proton, le neutron et l'électron. Mais bientôt allaient se succéder de nouvelles découvertes, de nouvelles particules, l'électron positif, les muons, les pions, les kaons,
les particules très lourdes et tout un foisonnement de particules nouvelles, bizarres et éphémères, plus de 300 en 1965. Jusqu'à la découverte fondamentale des années 70, que l'on peut résumer ainsi. Il existe un niveau de particules encore plus élémentaire qui forment les protons, les neutrons, et un grand nombre de ces particules fugaces, c'est le niveau des quarks. On pense aujourd'hui qu'il existe 6 quarks de nature, on dit, de saveurs différentes. Ils ont pour nom haut, bas, étrangeté, charme, beauté et vérité. Chacun porte une charge électrique fractionnaire. À côté de la famille des quarks, il y a celle des leptons, l'électron et ses deux frères, le muon et le tau, tous deux plus massifs. Ensuite, associés à chacun d'eux, 3 particules sans charge, les neutrinos électroniques, muoniques et tauoniques. C'est à partir des leptons et des quarks que se construit la matière. Les physiciens ne sauraient rien du monde des particules s'ils n'avaient eu la possibilité de recourir à l'expérimentation. Ils ont le choix entre 3 attitudes. D'abord, attendre. Et avoir la chance d'observer un phénomène spontané, c'est de la simple observation de la radioactivité que naquit, au début du siècle, la physique nucléaire. Mais les physiciens peuvent aussi utiliser des accélérateurs pour lancer des particules projectiles contre des particules cibles afin de les mettre en pièces et d'examiner leurs fragments. Enfin, les physiciens peuvent utiliser certains projectiles comme sondes fines de la structure interne de la cible. Ces techniques d'investigation doivent prendre en compte certaines caractéristiques des particules. Par exemple, les particules sondes se comportent comme des ondes dont les longueurs sont d'autant plus petites que leur énergie est grande. Pour réussir à analyser finement un petit objet, il faut utiliser des particules ayant une petite longueur d'onde. Si on utilisait des particules ayant une grande longueur d'onde, le phénomène optique de la diffraction nous empêcherait de voir les détails. De cette nécessaire adaptation de la particule sonde à la particule cible, voici quelques exemples. Des particules de 5 millions d'électronvolts ont suffi à Rutherford pour découvrir le noyau de l'atome d'or. Mais il a fallu des protons de 300 millions d'électronvolts pour discerner les neutrons dans un noyau d'atomes. Mieux encore, il faut aujourd'hui des électrons d'au moins 10 milliards d'électronvolts si l'on veut voir les quarks à l'intérieur du proton. Ainsi, plus on explore petit, plus la particule sonde doit avoir une longueur d'onde réduite et donc une grande énergie. C'est pourquoi la puissance des moyens expérimentaux n'a cessé de grandir. Les plus récents appareils, grâce auxquels on peut provoquer des collisions extrêmement violentes entre particules sondes et fragments de matière, ont également permis d'effectuer une observation étonnante. Au cours du choc, il y a création de particules. Sur les clichés, on retrouve non seulement les particules de la sonde et de la cible, mais aussi des particules venues en surnombre, créées par la matérialisation d'une partie de l'énergie de la collision. Les particules s'assemblent pour constituer la matière. Mais qu'est-ce qui maintient leur cohésion? Qui règle leur organisation? Qui les fait naître, vivre ou mourir? Ce sont les 4 interactions fondamentales. L'interaction nucléaire faible, l'interaction nucléaire forte, l'interaction électromagnétique et l'interaction gravitationnelle. La gravitation est attractive entre toutes les masses. Sa portée est infinie, mais son intensité est de loin la plus faible des 4 interactions. Elle n'est prépondérante qu'à l'échelle cosmique. L'interaction électromagnétique est attractive ou répulsive et s'exerce entre les charges électriques. Sa portée est infinie
et son intensité est 10 puissance 38 fois plus grande que celle de la gravitation. Elle assure la stabilité des atomes et des molécules. L'interaction forte est attractive et 100 fois plus intense que l'interaction électromagnétique. Elle cimente les quarks au sein des particules qui en sont formées, comme les protons et les neutrons. Dans le noyau, la cohésion entre neutrons et protons n'est que le résidu de cette force entre quarks. Enfin, l'interaction faible est 100 000 milliards de fois plus faible que l'interaction forte. Elle se manifeste à l'échelle du noyau dans les phénomènes de radioactivité bêta. Ou dans certaines réactions nucléaires, comme la fusion de l'hydrogène en hélium au cœur du Soleil. Si la gravitation et l'interaction faible agissent sur toutes les particules élémentaires, il n'en est pas de même des deux autres interactions. L'interaction forte agit sur les quarks, mais pas sur les leptons. L'interaction électromagnétique agit sur les particules chargées, mais pas sur les neutres. Un neutrino, échappant ainsi à ces deux interactions majeures, a si peu de chances d'interagir qu'il peut traverser la Terre sans que rien ne l'arrête. Pour qu'il y ait interaction entre deux particules, il faut qu'un paquet d'énergie passe de l'une à l'autre, mais cet échange viole le principe de la conservation de l'énergie. Aussi, pour expliquer les interactions, les physiciens ont-ils imaginé qu'il existe des incartades à ce principe, des processus virtuels où les fluctuations d'énergie sont d'autant plus fortes qu'elles sont brèves. Par exemple, la fluctuation d'énergie n'atteint que 10 puissance moins 5 électronvolts si elle se produit en moins d'un 10 milliardième de seconde. Elle atteint 1 million d'électronvolts si elle se produit en moins de 10 puissance moins 21 secondes. Enfin, elle peut monter jusqu'à 1 milliard d'électronvolts si elle se produit en moins de 10 puissance moins 24 secondes. Ces processus virtuels sont inobservables par définition, mais leurs effets, eux, sont observables. Ils mettent en jeu des particules cachées que les physiciens s'efforcent de débusquer grâce à de nouvelles expériences. Les interactions entre particules de matière peuvent être considérées comme des processus virtuels d'échange. Et dans ces échanges, il y a comme au tennis certaines règles. Par exemple, toute particule doit posséder une caractéristique la prédisposant à l'échange. Une autre règle veut que dans toutes les interactions, il y ait un objet échangé entre les particules, un messager, on l'appelle un boson. Sans être des particules de matière, les bosons n'en sont pas moins d'authentiques particules élémentaires. Ils interviennent comme messagers et dans cette fonction, ils sont virtuels. Mais on peut également les produire au cours de collisions et dans ce cas, ils sont identifiables. Mais alors que les particules de matière sont toujours produites par paires, particules et antiparticules, les bosons peuvent être créés en nombre quelconque. Les interactions ont chacune leurs caractéristiques prédisposantes et leurs messagers. Dans l'interaction nucléaire forte, qui assure la cohésion des quarks à l'intérieur du proton, la caractéristique prédisposante est appelée couleur. Les quarks la portent sous 3 états, bleu, vert, rouge. Le messager est le gluon. Il permute les couleurs entre quarks en véhiculant 2 charges de couleurs. L'une annule l'ancienne, sa complémentaire, l'autre est la nouvelle. Dans les particules composées de quarks, les couleurs des quarks se compensent parfaitement. On dit que ces particules sont blanches. Ce blanc est le symbole de la cohésion apportée par l'interaction forte. Il est l'image du caractère indissociable des quarks, colorés, ils ne peuvent être isolés.
L'expérience a prouvé que quand on tente d'extraire un quark de sa particule, l'énergie apportée se rematérialise en nouvelles particules. Si l'énergie est grande, la démultiplication s'amplifie et donne de véritables jets de hadrons. Les récentes découvertes des bosons W et Z0 au CERN confirment l'unification des interactions faibles et électromagnétiques et ont ouvert la voie à une généralisation de l'unification des interactions. À des énergies de l'ordre de 10 puissance 30 électronvolts, les 4 interactions ne constituent qu'une seule force. C'est seulement en descendant l'échelle des énergies qu'elles se séparent les unes après les autres. La gravitation s'individualise la première. Puis, c'est au tour de l'interaction forte et enfin, des interactions faibles et électromagnétiques. En dessous de 100 milliards d'électronvolts, on retrouve le paysage des interactions que nous connaissons. L'une des conséquences vérifiables de cette unification pourrait être la désintégration du proton. Mais c'est un événement rarissime qui se produit en moyenne une fois par an et par 1000 tonnes de fer, et donc bien difficile à observer. Et pourtant, on s'acharne à le surprendre dans d'immenses détecteurs souterrains. Dans leur recherche des constituants ultimes de la matière, les physiciens affinent sans cesse leurs modèles et tentent d'obtenir leur confirmation expérimentale. Pour descendre maintenant, au-delà de l'échelle du millionième de milliardième de millimètre, il leur faudra inventer d'autres outils et peut-être d'autres schémas. La quête de l'élémentarité est une marche sans fin.